Je rappelle que cet article 68 prévoit qu'une des deux assemblées, l'Assemblée nationale ou le Sénat, peut voter la décision de se constituer en haute cour pour juger de la destitution du président de la République. Et dans ce cas, l'autre assemblée, c'est-à-dire le Sénat si c'est l'Assemblée nationale qui l'a voté, ou l'Assemblée nationale si c'est le Sénat qui l'a voté, l'autre assemblée a 15 jours pour se prononcer. Si les deux assemblées votent la Constitution aux hautes cours, la haute cour est alors créée, elle est présidée par le président de l'Assemblée nationale et elle a un mois pour statuer sur la destitution du président de la République. Cela signifie donc que la formulation que je demande, le lancement de la procédure de l'article 68, ne signifie pas nécessairement que le président de la République sera destitué. Je n'ignore pas qu'il y aura bien entendu des blocages probables de la part d'un certain nombre de députés qui soutiennent son action. Mais au moins la procédure aura-t-elle lieu et pourra-t-elle d'un seul coup montrer aux Français la véritable nature de M. Macron et du régime qu'il a institué à Paris, qui est un régime qui est de plus en plus celui d'une dictature, qui ne dit pas son nom. Avant de conclure, je voudrais me projeter dans l'avenir immédiat. Que va-t-il se passer ? Il y a deux écoles. La première école consiste à essayer de minimiser ce qui vient de se passer. De fait, il y a eu des concertations, quelques heures encore, avant les frappes décidées par Washington, Londres et Paris, entre ces trois capitales et Moscou. De fait, les frappes qui ont eu lieu semblent avoir épargné la vie des civils en Syrie, semblent avoir été focalisées sur des objectifs, on ne sait pas très bien ce que c'était. On nous affirme dans les dépêches de presse que c'était des centres de recherche. Ça peut tout aussi bien être des hangars où il n'y avait rien du tout, puisque finalement là-dedans, c'est la guerre des communiqués et c'est la guerre du bourrage de crâne. En attendant, ce qui est sûr, et Moscou l'a reconnu tout de suite, c'est que ces attaques ont soigneusement évité de toucher aux armées russes présentes sur le sol syrien. Donc cette lecture est une lecture qui tente à minimiser l'avenir, enfin les risques pour l'avenir proche, de considérer que ce serait une espèce de baroud d'honneur que les Occidentaux voudraient faire pour montrer qu'ils n'ont pas complètement baissé pavillon et que les Russes accepteraient de laisser faire dans la mesure où ça resterait relativement limité. Au passage, on notera que on ne parle plus de cette affaire rocambolesque de l'agent double Skripal retourné et dont qui semble-t-il maintenant va très bien, sa fille aussi. Tout ça est une comédie, on dirait, si ça n'était pas si grave, on dirait une comédie de boulevard. Donc ça c'est la version optimiste, si j'ose dire, qui n'est pas forcément fausse. Puisque, rappelons-nous ce qui s'était passé après l'affaire de Khan Cheikhoun en 2017, où on nous avait annoncé qu'il y avait le régime de Bachar el-Assad avait gazé une population. Aussitôt, Donald Trump avait envoyé quelques missiles. Aussitôt approuvé par Macron. Nous étions en pleine campagne électorale. Pour ma part, j'avais refusé sur les plateaux de télévision de cautionner cette affaire, en disant ce qui était là le pur bon sens, que nous n'y connaissions rien. Et que la moindre des choses, quand il y a un crime est commis, c'est d'abord de vérifier s'il y a bien eu un crime, ensuite de rechercher le coupable, et qu'on ne désigne pas le coupable en l'espace de 24 heures. Si cette vision des choses est la bonne, c'est assez grave quand même. Parce que ça signifie qu'en fait, Donald Trump, Theresa May ou Emmanuel Macron joueraient un jeu extraordinairement trouble où il ferait des actions militaires en prévenant au préalable la Russie qu'il ne faut pas s'en faire, que ces actions seront simplement du window dressing, comme on dit en américain, c'est simplement une espèce d'agitation de façade pour montrer au peuple, mais qu'en réalité ils ne veulent surtout pas s'attaquer à la Russie. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que d'une certaine façon, Donald Trump, Theresa May et Emmanuel Macron se sentiraient otages
de certaines forces euro-atlantistes qui exigeraient d'elle qu'elle fasse les va-t-en-guerre. Mais comme ce sont des gens peut-être plus intelligents et plus raisonnables qu'on ne peut le penser, à ce moment-là, ils feraient ça pour diminuer la pression qui pèse sur eux, tout en assurant la Russie que ça n'ira pas plus loin. Ce serait donc déjà assez grave parce que ça montrerait que nos dirigeants ne sont pas libres et qu'ils sont contraints de mener une politique dont ils savent qu'elle est contraire à la paix mondiale et contraire à l'intérêt national de chacun des trois États. Et puis il y a une autre vision des choses qui est beaucoup plus grave. C'est la vision des choses qui consiste à dire ça n'est qu'un coup de semonce, mais nous sommes dans une escalade et une rhétorique qui n'est plus seulement verbale, mais maintenant qui passe au domaine militaire, et que cette escalade peut, à force de tester la patience de la Russie, qui va essayer de la tester jusqu'au moment où la Russie pourrait déraper, et tout ceci pourrait déboucher sur un conflit planétaire. C'est évidemment une solution que nulle personne sensée ne peut envisager sans avoir la chair de poule, puisque si conflit généralisé il pouvait y avoir entre l'OTAN et la Russie secondée par la Chine, l'Iran et d'autres peut-être encore, il y aurait un risque de destruction tout simplement de la planète et d'une grande partie des êtres humains vivant sur Terre. En conclusion, je voudrais aussi souligner l'incroyable cynisme dont font preuve les dirigeants américains, britanniques et français, et notamment le deux poids deux mesures écœurant dont ils font preuve. Ils sont en train d'entraîner, M. Macron est en train d'entraîner la France dans un jeu extrêmement dangereux de surenchère contre la Russie, au motif qu'il y aurait eu une quarantaine de personnes gazées en Syrie. À supposer même que ce soit vrai, et à supposer même que les 40 personnes tuées l'aient été par le régime de Damas, il s'agirait bien entendu d'un crime odieux, d'un crime que la conscience universelle devrait réprouver. Mais en vertu de quoi le gouvernement français ne se scandalise-t-il pas de ce qui se passe en ce moment au royaume du Bahreïn, où, selon Amnesty International et plusieurs ONG, entre 62 et 82 personnes ont été tuées lors de manifestations pacifiques contre le régime totalitaire du roi du Bahreïn. Pourquoi n'en parle-t-on pas ? Parce que ce petit émirat est le siège de la 5e flotte américaine dans le golfe arabo-persique. Les 62 à 82 morts du Bahreïn sont de la gnognotte, tandis que les 40 éventuels morts syriens justifieraient une troisième guerre mondiale. Il n'y a pas que le Bahreïn. Au cours des derniers jours écoulés, l'armée israélienne a tué 18 manifestants palestiniens à Gaza qui participaient à une manifestation à Gaza et a blessé des centaines d'autres manifestants. Comment se fait-il que la France n'ait pas agi de la même façon qu'avec la Syrie, qu'il n'y ait même pas eu une protestation, même pas eu un rappel de l'ambassadeur en consultation? Il n'y a pas que le Bahreïn et Israël. Il y a bien d'autres États, à commencer par l'Arabie Saoudite, à continuer par ce qui se passe au Yémen, où l'on estime que depuis 3 ans qu'il y a une guerre civile conduite, l'une des parties est soutenue par l'Arabie Saoudite avec des armements français. On estime qu'il y a plus de 10 000 morts et énormément de morts civiles. Il compte pour rien pour M. Macron. Les armes françaises que nous vendons à l'Arabie Saoudite pour écraser les Houthis, ça n'est rien, ça, pour M. Macron. Je voudrais aussi souligner les conflits à travers le monde, où des morts se chiffrent en centaines. Les Rohingyas, par exemple, chassés de Birmanie,
où se chiffrent en milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers peut-être parfois, comme c'est le cas dans l'est du Congo, où Paul Kagame, le président du Rwanda, a les mains libres et où l'Occident ferme les yeux d'une façon absolument scandaleuse. Ce qui indigne le plus peut-être, non seulement les Français de bonne foi et de bonne volonté, et qui connaissent les dossiers internationaux, mais ce qui indigne peut-être encore plus la communauté internationale, la vraie, c'est-à-dire les 80% de peuples du monde qui sont en Afrique, dans le monde arabo-musulman, dans le monde orthodoxe, dans le sous-continent indien, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine. Ce qui indigne les peuples du monde, c'est ce deux poids, deux mesures honteux que pratique constamment l'Occident et qui permet de se donner bonne conscience à Washington, à Londres ou à Paris, alors qu'on l'on commet les pires forfaits et que l'on bafoue le droit international. C'est la raison pour laquelle j'appelle non seulement les députés et les sénateurs à engager la procédure de destitution du président de la République en vertu de l'article 68 de la Constitution, mais c'est aussi la raison pour laquelle j'appelle les Français de toutes les conditions et de tous les âges à manifester leur réprobation devant cette dérive scandaleuse de ce qui était autrefois la République française. Je vous demande de vous mobiliser au maximum pour nous rejoindre lors de la manifestation du 1er mai qui se tiendra à Paris en début d'après-midi dans le quartier de la République. Les informations plus précises vous seront données dès que nous aurons des indications précises de la part de la préfecture de police de Paris. Rejoignez-nous pour cette grande manifestation qui consiste d'abord à célébrer la fête du travail, pour ce qui nous concerne à exiger que l'on fasse un référendum sur le Frexit et que l'on mette en œuvre la sortie de l'Union européenne. Mais au-delà de ça, l'affaire est tellement grave que j'en appelle à tous les démocrates et à tous les républicains à se joindre à notre cortège pour demander la destitution du président de la République et le respect du droit international public, afin de faire régner la paix dans le monde pour nos enfants et nos petits-enfants. Vive la République et vive la France. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.